Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand Le pourquoi du comment de la transformation digitale. Je suis Corinna Kuiban et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode Ilham Guggenheim, experte dans 3 domaines différents qui concernent particulièrement la transformation digitale, la data, l'accompagnement au changement et le marketing omnicanal. Bonjour Ilham, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé, vraiment contente de faire finalement ta connaissance. Est-ce que tu pourrais nous parler plus de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? En fait, j'ai un parcours qui est marqué par 3 expertises, la data, l'accompagnement du changement et le marketing omnichannel. En fait, j'ai débuté ma carrière en 2000 pour le lancement de la première offre haut débit en France, Internet, avec Nous. Et depuis, j'ai jalonné mon parcours d'expériences qui vont de direction de département à la direction de filiale, à mon compte ou, on va dire, en entreprise. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans leur enjeu de transformation avec une dominante liée à ce qu'on appelle la transformation culturelle ou l'innovation managériale. Je suis un peu multicasquette, je fais 2 autres choses. La première, c'est que je donne des cours, j'aime bien transmettre. Donc j'interviens dans de grandes écoles de commerce comme l'ESCA, l'EMI, TBS ou autres. Et puis, il y a une cause qui me tient à cœur, c'est la place des femmes dans ce nouveau monde digital. Et je suis vice-présidente de l'association CyberElle, qui vise à reconnaître des femmes e-entrepreneuses. Et j'ai fait partie du collectif qui a créé la fondation Femmes Numériques, qui se bat aussi pour les mêmes causes. C'est des belles initiatives. Ouais, on essaie de transformer, de transmettre et d'aider en quelque sorte les femmes. Pour moi, en fait, c'est traditionnel de demander à chaque fois, à chaque intervenant, qu'est-ce que ça veut dire transformation digitale pour toi ? Alors, personnellement, j'en peux plus d'entendre parler de transformation digitale, mais pas c'est ce terme en particulier. Donc, en fait, juste un petit aparté, le terme a été utilisé ou beaucoup utilisé à partir de 2014. Ouais. Et depuis, en fait, chaque fois qu'il y a un projet web ou un projet lié au numérique, on va utiliser le terme transformation digitale. Pour moi, la transformation digitale, c'est un ensemble de projets que va mettre une organisation pour s'adapter à ce monde digital. Et en fait, pourquoi elle doit le faire ? Parce que nous vivons une révolution industrielle. Internet, le mobile, les réseaux sociaux constituent la 4e révolution industrielle que vit notre humanité. Donc il s'agit pour les entreprises de s'adapter à cette révolution industrielle, mais aussi sociétale. Parce que la particularité de cette révolution, c'est qu'elle est portée par nos usages, nous. Et c'est pas que la technologie, c'est notre adoption rapide de toutes les technologies qui font sa particularité. C'est super intéressant comme notion parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les faux semblants, les mythes. Donc on rentre un petit peu à dévoiler ce qui passe par la toile ou même dans la vie de tous les jours, des personnes qui ne le vivent pas ou ne savent pas vraiment de quoi ils parlent parce qu'il y a tellement de rumeurs, les gens ils peuvent se tromper vraiment sur ce qui est la transformation digitale. Du coup, dans cet épisode-là, on va essayer de voir les dissonances dans ce terme-là, comment il est vécu par des experts finalement, et essayer d'aider les personnes à comprendre mieux ce qui est la transformation digitale en essayant de dévoiler en fait les mythes ou les fausses croyances. Donc, ce que je vais faire, je vais présenter plusieurs énoncés sur la transformation digitale que j'ai pu trouver ici et ailleurs. Et ensemble, on pourra discuter pourquoi ces affirmations constituent des mythes ou de faux semblants. Et pourquoi pas donner aussi quelques petits exemples pour illustrer ces affirmations. Donc la première, c'est la transformation digitale n'est qu'un changement technologique. Alors, c'est très intéressant parce qu'il s'agit de la première erreur et l'erreur la plus commune que commettent toutes les organisations. Elles partent du principe, j'ai mis un site web, j'ai mis un chatbot, j'ai mis un outil technologique, je me suis transformée. Mais sauf qu'un outil reste un outil.
pour se transformer, il faut que pour le client, le point d'entrée ne soit pas le canal. Si je mets un site web et que derrière mon client, eh bien, il a toujours besoin de m'appeler, de remplir des formulaires, de faire plein de tailles chronophages et qui ne sont pas fluides, qui ne font pas un parcours fluide, je ne me suis pas transformée avec mon site web, j'ai juste ajouté un canal. Donc le propre de ou des projets de transformation, c'est de changer le paradigme et que le point d'entrée ne soit plus le canal, que ce soit le client en tant que tel. Parce que dans la tête du client, il ne va pas dire « Ah, je suis sur telle marque sur Internet et je suis sur telle marque devant une boutique ou en personne devant un vendeur. » Pour lui, le point d'entrée, c'est la marque, point final. Donc un projet de transformation, c'est un projet, pourquoi pas technique, mais c'est aussi un projet où on va revoir notre manière de travailler et revoir le parcours du client. Parfois aussi, on travaille sur des projets d'expérience du collaborateur. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, la transformation digitale est avant tout une transformation culturelle et il faut d'abord agir sur les mentalités. Oui. Avant d'agir sur la technique. La technique, c'est quelque chose qui va venir après. Une fois qu'on a agi sur les mentalités, il faut changer la manière d'avancer et de penser son business en remplaçant l'humain, qu'il soit le collaborateur ou le client, au centre de la démarche. Donc oui, je peux faire de la technique, mais ça ne suffit pas et je ne peux pas qualifier certains projets de transformation s'ils n'incluent pas la globalité de la démarche et qu'ils ne revoient pas l'ensemble du processus, du parcours de manière générale. Parce qu'on est en face des écrans le plus souvent, mais on parle toujours avec des gens. Exactement. On parle avec des gens et puis il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Il n'y a pas un parcours, il y a des parcours. Aujourd'hui, il existe des méthodes très simples. On peut se renseigner. Par exemple, qu'est-ce que c'est le design thinking et s'appuyer sur des méthodes de co-construction en faisant des ateliers et puis de voir le parcours dans sa globalité et de voir où est-ce que je replace cet humain et pas juste l'outil dans ma transformation. Donc c'est important de favoriser une culture d'entreprise propice finalement au changement et à l'adaptation. Exactement. Et aussi favoriser donc l'adaptation dans l'organisation, encourager, écouter le collaborateur et le client et investir en quelque part dans les formations, pourquoi pas, pour bien sûr. Créer un environnement propice au changement et qui aide le client finalement dans sa démarche. Bien sûr. Sur ce point-là, la formation est aussi un point très très important dans tout processus de transformation parce que il y a plein d'études, notamment une que je cite souvent de l'OCDE sur la durée de compétence d'une compétence technique. Donc on est passé de 20 ans à 2,5 années aujourd'hui. Donc ouais. C'est énorme. On sort presque de master en étant obsolète. Plus de la moitié des enfants qui rentrent en primaire vont faire des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Les technologies n'arrêtent pas d'évoluer. Donc, à un moment donné, moi, c'est pour ça que je suis passionnée par les enjeux de transformation culturelle. C'est que je trouve que la première clé est de faire confiance à son collaborateur, de faire confiance à cet humain et de se dire, je vais investir dans l'intelligence de mon collaborateur pour qu'il aide l'entreprise à se transformer et faire ce qu'on appelle aussi en bon français du bottom-up. Donc, ça veut dire commencer par le bas pour infuser vers le haut, faire les deux et pas juste faire descendre des décisions de manière, on va dire, hiérarchique du haut vers le bas. C'est un point intéressant et à mettre en pratique surtout dans toutes les entreprises. Un deuxième mythe que j'ai pu repérer, c'est la transformation digitale est une finalité. Est-ce que la transformation digitale est une finalité ? Si c'est une finalité, ça veut dire que c'est un projet qui se termine à un moment donné. Et alors, dans ce cas-là, je vais poser la question, est-ce qu'on peut citer le nom d'une seule entreprise qui a fini sa transformation ? Non. En fait, si on parle des entreprises nées avec Internet, on ne peut pas les citer comme exemple, se transformer, on s'adresse à des entreprises qui sont dans un état où elles n'ont pas connu cette révolution industrielle avec la proportion dans laquelle on vit aujourd'hui et qui doivent s'adapter. Pour moi, la transformation
dans ce monde digital, c'est pas une finalité, c'est une myriade de projets. Donc chaque projet a un début et une fin, a des objectifs, a des KPI qui permettent de mesurer l'efficacité, mais la transformation digitale au global n'a pas de finalité. C'est un processus continu. On revient finalement à la première question. Le digital est un outil qui permet de répondre à une stratégie. Donc les usages, ils changent. L'entreprise, elle doit changer avec les usages, avec les nouvelles technologies, et pour répondre finalement à un besoin qui est émergé à partir du client et pouvoir répondre de manière conséquente. J'irai du coup même plus loin. Donc la transformation digitale n'est pas une finalité. Ce qui est une finalité, c'est la compétitivité. C'est de rester compétitif. Et quand on dit rester compétitif, ça veut dire qu'on s'adapte à un contexte, à un environnement. Et donc la transformation digitale, en tout cas le terme tel qu'il est utilisé, sa finalité, c'est de rester compétitif. Un troisième mythe très intéressant, je pense que c'est surtout très intéressant pour les petites et moyennes entreprises. Donc c'est la transformation digitale n'est vraiment possible que dans les grands groupes. Non. Non et non catégorique, parce que tous les métiers, toutes les organisations, et j'utilise exprès toujours le terme organisation parce que c'est ni entreprise, ni TPE, ni PME, ni association. Voilà. C'est vraiment organisation. Toutes les organisations doivent s'adapter à cette nouvelle donne. On parle encore une fois de révolution industrielle. Il y a des métiers qui ont déjà disparu. Je donne un exemple. Je vous ai parlé de ma première expérience en 2000. Mon métier en 2000 n'existe plus. Donc, ce que je faisais à l'époque, ça s'appelait du data crunching. Donc, j'analysais des datas sur des logiciels qui sont pour la plupart morts, ou s'ils existent, ils ont tellement évolué. Et en fait, je fusionnais plusieurs bases de données et je faisais de jolis graphes et des commentaires sur les graphes pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec les logiciels, ça ne justifiera jamais, on était 4 ou 5 dans le département, on faisait d'autres choses, pas juste ça, mais ça ne justifiera jamais d'avoir 5 personnes qui font ça. Et surtout pour moi qui étais junior à l'époque, j'aurais jamais été recrutée. Donc tous les métiers sont impactés, tous les métiers évoluent, parce que, encore une fois, notre monde a évolué. Quand je disais tout à l'heure, c'est une révolution portée par nos usages. Souvent, dans des formations ou en intervention chez le client, on me dit « Mais non, en fait, moi, je suis pas du tout digital. » Ah oui, vous n'êtes pas digital? Pour ceux qui font des voyages, vous réservez comment vos voyages? Vous allez faire des comparaisons sur Internet. Si vous avez un enfant collégien ou lycéen, vous allez bien sur Pronote pour regarder les notes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on communique. Vous voulez suivre... j'en sais rien, un homme politique, les élections, quoi que ce soit, vous voulez vous informer, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez bien sûr un journal, mais il y a aussi Internet. On est tous connectés, nos usages sont allés plus vite que ce qu'a fait l'entreprise ou l'organisation de manière générale. Voilà. Donc à partir de là, je ne peux pas dire ce n'est que pour les grands groupes, c'est pour toutes les fonctions et toutes les entreprises. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'enjeu ou la question, c'est que faire ou comment le faire. Et en plus, il y a de plus en plus de petites entreprises qui recherchent en fait la transformation, parce que je comprends les grands groupes qui ont une structure hiérarchique, c'est assez difficile, mais ils peuvent avoir des petits groupes où un petit changement d'idéologie, un petit changement de manière de faire, avec aussi l'aide bien sûr d'une nouvelle technologie, ça peut changer la donnée en fait. J'ai lu un exemple, en fait c'était une entreprise qui piégeait des rats. D'accord, passionnant. Extrêmement passionnant. Ça va intéresser les gens. Je ne sais pas si je vais leur retenir ou pas, mais en fait, eux, ils ont trouvé un système à mettre en place pour la détection quand un rat il est dans la piège. Comme ça, une personne, il pouvait se déplacer. Il ne devait pas se déplacer inutilement. Donc, ils avaient des détecteurs de mouvement. Voilà, un détecteur qui leur disait que dans cette piège-là, il a eu un mouvement. Il a eu un mouvement. Donc, eux, ils se déplaçaient, ils prennent le rat, ils ne devaient pas perdre leur temps, vérifier tous les alentours. Donc, un petit changement comme ça, on dirait rien. Mais ça a tout changé. Mais ça a changé la donnée. Pour eux, ça a tout changé. Parce que ça a évité le gaspillage, en quelque sorte, de personnes à se déplacer inutilement, à vérifier tous les postes, alors que ça suffisait d'avoir un signal pour vérifier. Bien sûr. Il y a juste un point aussi qui me vient à l'esprit, c'est que
n'oubliant pas que donc c'est une révolution industrielle, elle est portée par nos usages, transformation culturelle, qu'il est plus facile pour une petite entreprise de se transformer qu'un grand groupe. Parce que les grands groupes, c'est un paquebot. Donc effectivement, il est puissant, il va faire face à la tempête et c'est très bien. Mais alors pour bouger, c'est dur. C'est très très dur. Alors qu'une structure plus petite ou à taille plus humaine, elle arrive avec agilité. Du moment que le top management le souhaite et qu'il y a un vrai mouvement en bas au niveau des collaborateurs concrets, on arrive à faire bouger les lignes. Donc je trouve qu'être dans ce contexte-là, la petite taille est plutôt un avantage. J'ajouterais même pour illustrer ça que regardez ce que font les grands groupes quand ils veulent se transformer. Ils créent généralement des petites équipes agiles qui arrivent à faire de l'innovation jugade, donc de l'innovation frugale ou à faire bouger les lignes sans rentrer dans tous les process et de toute la rigidité d'un grand groupe. Ça devient très très rigide, très très long. Donc la transformation digitale concerne tout le monde et les petites structures ont plutôt un avantage par rapport aux autres. Est-ce que niveau investissement au coût, souvent, le frein de l'investissement ou du coût est évoqué dans les petites entreprises, alors qu'on considère que les grands groupes ont plus des investissements à faire là-dedans. Ouais, mais après, ça dépend. Quand on parle de transformation digitale, encore une fois, c'est pas, on l'a dit, elle descend pas du ciel, c'est un projet, on l'a commencé, on l'a fini. C'est plein de petites choses qui vont répondre à ce qu'on appelle un point de friction. Quelque chose qui se passe pas comme ça devrait l'être. Donc la première étape, et qui est super importante, c'est d'auditer et d'avoir un œil critique sur ce qu'on fait. Donc on peut faire appel à des gens, mais on peut aussi faire appel à notre bon sens. On peut travailler avec ses collaborateurs, faire travailler des groupes et faire dire aux collaborateurs qu'est-ce qui, selon eux, ne va pas. Et après, une fois qu'on a détecté et qu'on sait quels sont ces points de friction, on prend du temps à répondre aux clients, on a mis en place un process trop rigide quand il y a une réclamation, nous n'avons pas les dernières technologies, le top management ne communique pas assez, nous ne sommes pas assez formés, et ben on peut mettre en place des petits groupes qui, en plus de leur travail quotidien, peuvent travailler sur ces issues-là. J'ai juste envie de dire, une des caractéristiques de la transformation ou de cette révolution digitale, c'est que le savoir est devenu une commodité. N'importe qui peut avoir accès au savoir. Avant, il y avait les sachants. Donc, vous appeliez des experts, bonjour Ilham, expert transformation, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec les MOOC, avec les articles, avec les blogs, avec les interviews, avec des podcasts comme le vôtre, avec tout ça, tout le monde, à un moment donné, peut accéder à ce savoir et faire ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut. Et après, on ajuste les investissements. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le savoir est à portée de main. Ben oui. Il faut juste le prendre parce que c'est impressionnant le niveau de contenu qu'on trouve actuellement sur n'importe quel sujet. Ça, on devient même trop. Voilà. On doit se restreindre parce qu'à un moment donné... saturé. Une autre question très intéressante à évoquer. On dit souvent qu'il est trop tard pour les entreprises d'entamer ce processus parce que la vague a peut-être passé. Selon vous ? Non, il n'est jamais trop tard, même dans l'absolu, dans la vie. Il faut toujours se dire, c'est peut-être une chance, parce que du coup, les entreprises peuvent, grâce à cette littérature disponible sur Internet, connaître les erreurs à éviter, s'inspirer des meilleures pratiques. Non, il n'est pas trop tard. Vers les mythes, détruire les mythes et éviter des erreurs que d'autres ont commises. Donc, à un moment donné, non, il n'est pas trop tard. Il faut se lancer et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il ne faut pas commencer par des chantiers qui révolutionnent tout. On peut aussi commencer par des initiatives qui sollicitent les salariés, les collaborateurs, qui fait travailler l'intelligence collective. Et on fait appel, ou pas d'ailleurs, à des experts quand on en a besoin. On revient à une question qu'on a déjà évoquée, peut-être indirectement. On dit souvent aussi que la transformation digitale est exclusivement question de top management. Est-ce que c'est vrai, c'est faux ? C'est une vérité à moitié fausse ? J'aime pas le exclusivement, comme tu me le devines. Voilà. C'est une histoire de top management, parce qu'il n'y a aucun projet qui peut aboutir si à la tête, nous n'avons pas un management fort qui souhaite le changement
et qui donne l'exemple, qui avance en exemplarité. Je ne suis que le changement que je veux voir dans les autres. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais à un moment donné, moi j'aime bien une expression, une seule main ne peut pas applaudir, on doit être deux mains. C'est ça. Donc la première main, c'est le top management, et la deuxième main, c'est l'ensemble des collaborateurs. Donc il faut avancer intelligemment avec les deux dosages. Du coup, voilà, le soutien des collaborateurs, c'est aussi important parce que le top management, il donne l'impulsion et aide en quelque sorte les équipes à se rendre compte de pourquoi de la transformation digitale et pour qui aussi, pour pouvoir finalement avancer ensemble, quoi. Exactement. Dans des projets de transformation, l'idéal, c'est bien entendu d'avoir le top management qui est investi, d'avoir les collaborateurs qui sont contributeurs et de travailler selon sa fameuse méthode de co-construction. Parfois, le top management a la solution, mais au lieu de venir et de l'imposer, de dire il faut faire ça et ça et ça, il sollicite, il demande l'avis, peut-être que ça lui fera changer d'avis, peut-être ça renforcera des idées qu'il a, et puis à partir de là, il avance avec les collaborateurs, avec les experts, pour mettre en vie ou en musique ces projets, et puis surtout, on informe et on avance ensemble. Le propre des projets de transformation, c'est qu'ils cassent les silos, et qu'on est dans des modes où on inverse aussi les codes. Parfois, le top management va apprendre de collaborateurs qui sont plus peut-être en contact avec le terrain. Peut-être que le terrain va apprendre la stratégie qui était jusqu'à présent réservée au top management. Voilà. Donc, on avance en cassant les silos et en essayant de travailler en co-construction et différemment. C'est bon. Quand on regarde les entreprises qui ont le plus eu de succès, c'est celles qui finalement ont essayé de faire les liens entre les gens. C'est toujours le lien qui fait le succès finalement, la collaboration. On travaille avec des personnes et jamais avec des entreprises. Voilà. Donc après, on en revient à cette notion d'humain, de la transformation digitale qui replace l'humain au centre. Les projets de transformation réussis sont des projets qui créent du lien au sein de l'entreprise, où on se remet en cause et on se remet à travailler ensemble et on regarde en face dans la même direction et on se dit on va y aller et moi je pourrais faire ça et toi tu pourras faire ça, etc. Ça peut paraître bisounours, mais je peux t'assurer que les projets que j'ai vus réussir sont des projets qui arrivent vraiment à replacer l'humain, le collaborateur et le client au centre des enjeux. Je pense que le plus difficile, c'est le fait de se remettre en cause. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment accepter qu'on peut avoir raison comme on peut avoir tort. Donc, comment se remettre en cause? C'est ça la question. Que ce soit de grandes organisations, des petites, souvent mes clients, j'entends ces objections où on me dit mais ça a toujours fonctionné comme ça. Mais regarde, mon chiffre d'affaires fonctionne bien, ou ma marge, elle est bien. Oui, très bien. Restez comme ça, il n'y a pas de souci. On peut tous citer l'exemple de Uber et de la fameuse Uberisation. On peut toujours citer l'exemple de Kodak qui avait vu l'innovation, qui n'avait rien fait, ça a donné le terme Kodakisation. On peut citer ces startups qui arrivent et qui révolutionnent et obligent les entreprises à changer. Comme vous pouvez aussi vous dire, en tant qu'organisation, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en termes de projets techniques et surtout comment j'investis dans mon capital le plus important, mes collaborateurs, pour faire face aux enjeux que j'ai aujourd'hui. N'oublions pas l'histoire du paquebot et des petits bateaux, catamarans ou autres agiles. Si je suis un catamaran et que je suis en face des paquebots, pour être compétitif, il faudra à un moment donné que je travaille encore plus ma cohésion, mon agilité, pour faire face aux changements quand je serai obligé de le faire. Voilà. Une autre question. Est-ce qu'on a toujours besoin d'un Chief Digital Officer? J'ai été Chief Digital Officer. C'était un terme qui était, quand je vous ai dit 2014, effectivement, vers 2014-2015, tous les grands groupes ont commencé à recruter des CDO. C'est très bien d'avoir un CDO ou un chef de projet, etc., parce que finalement, ce sont des personnes qui vont agir comme chef d'orchestre. Mais ça peut être aussi un piège. Parce que ces personnes-là doivent incarner le changement, mais souvent se retrouvent en porte-à-feu entre un management qui résiste au changement, des collaborateurs qu'on bouscule un petit peu trop avec ce changement. Donc pour moi, oui, il faudrait un leader pour les projets de transformation, CDO ou autre, mais n'oublions pas encore ce mouvement vertueux entre le top management et les collaborateurs. La personne doit juste fluidifier ça quand on lui donne le titre CDO, chef de projet ou autre. Et puis surtout, dans les projets au-delà de CDO, ce qu'il faut absolument, c'est un sponsor.
Un sponsor, ça veut dire quelqu'un qui va être très haut placé dans la hiérarchie, le fondateur ou quelqu'un du comité de direction, qui va informer ses collaborateurs proches de ce qui se passe et qui va aider les personnes qui mettent en place les projets à lever les irritants et à avancer. Donc, même si l'existence d'un tel poste peut être rassurant en fait pour l'entreprise, il n'est pas indispensable parce que le rôle finalement du CDE, c'est être le chef d'orchestre. Finalement, ce qui est prime, c'est la stratégie de l'entreprise et ses objectifs, parce que sans une stratégie bien claire et sans une vision aussi bien claire, c'est le chef de projet, il peut finalement pas faire grand-chose parce que s'il a les tensions, comme tu disais, entre le top management qui veut une chose et les collaborateurs une autre, voilà, ça risque d'avoir des pressions comme dans ton exemple, et ces pressions-là, c'est compliqué pour la personne en fait qui exerce ce métier. Un autre mythe, la transformation digitale est uniquement une question d'envie. Vrai, faux? Oui, il faut toujours avoir envie de changer pour changer. Parce que si on résume notre discussion jusqu'à présent, la transformation, c'est une histoire de changement, d'adaptation à un environnement de plus en plus compétitif et incertain. Il faut avoir envie de changer pour changer. Et donc, on n'impose pas le changement. Donc, pour moi, je dirais vrai, faux. Vrai, parce que il faut avoir envie de changer, il faut avoir envie de bouger les lignes, il faut donner surtout envie à ses collaborateurs de changer, parce que il y a rien de plus confortant et agréable que le train-train quotidien, où on est dans ces problématiques qu'on connaît par cœur et qu'on les gère avec les mêmes solutions, et c'est très bien. Donc oui, il faut avoir envie. En même temps, ce n'est pas qu'une histoire d'envie, parce que c'est aussi une histoire comme tu l'as dit, de vision, de stratégie, d'implication du top management, de ressources, de décisions courageuses. Parce que parfois, on va dans l'inconnu et on ne sait pas. Surtout, on a besoin des ressources humaines, donc l'adhésion aussi. On peut avoir aussi besoin d'aide externe, pourquoi pas. Besoin aussi des ressources financières. Ça part de l'envie, mais je pense qu'on a besoin de bien plus que l'envie pour vraiment réussir petit à petit, avancer ensemble. Un autre mythe, la transformation digitale est un projet. Oui, si on ajoute des S. La transformation digitale, c'est faux, donc c'est pas un seul projet, ce sont des projets. Et ça peut être pris comme projet si on se dit, en démarche, je vais auditer la situation actuelle, je vais avancer en co-construction avec mes collaborateurs, avec des experts, pourquoi pas, et je vais du coup développer ce qu'on appelle une roadmap, une feuille de route de transformation. Donc ça, c'est le projet. Mais au sein de ma feuille de route, forcément, il y a plusieurs choses. Il y a généralement un aspect technologique, il y a généralement un aspect lié au process, il y a un aspect lié aux collaborateurs. Il y a plusieurs, on va dire, catégories qu'on va retrouver dans toute roadmap de transformation. Et après, on a bien entendu le mode de gestion d'un projet habituel, dans le sens où chacun des sous-projets, je vais avoir un sponsor, je vais avoir un chef de projet, je vais avoir des collaborateurs qui vont travailler, je vais avoir des points réguliers pour voir l'état d'avancée des projets, voir pourquoi ça a avancé vite ou pourquoi pas. Je vais reconnaître les succès, je vais reconnaître les échecs aussi. Et je vais avancer de cette manière-là pour dire à la fin de chaque sous-projet où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai atteint les résultats que je souhaitais atteindre, et en fonction de mes objectifs initiaux. Et on arrive à la question suivante, au mythe suivant qui est lié finalement. On ne peut pas mesurer les effets ou les résultats de la transformation digitale. Alors moi, je dis souvent, je mesure tout, je peux tout mesurer. Mais vraiment, on peut tout mesurer, même des actions qu'on dit banales. Non, ça, c'est un impact qualitatif, mais oui, bien sûr que je peux mesurer. Je vous parlais tout à l'heure d'innovation managériale qui fait partie des enjeux de transformation culturelle des entreprises. Je sais pas, je travaille le bien-être de mes collaborateurs. Je mets des paniers de fruits, une salle de sport avec des réductions, etc. Ça se mesure pas, mais bien sûr que je peux mesurer. Je peux mesurer le taux de satisfaction
satisfaction de mes salariés, collaborateurs. Je peux voir le taux de rétention, combien de collaborateurs sont restés ou sont partis, le taux de satisfaction. Je peux regarder le taux d'absentéisme. Je peux regarder plein de choses. Quel que soit le projet que je mets en place un nouveau parcours client ou j'adopte une nouvelle technologie. Et pourquoi je l'ai adopté ? Il faut toujours se poser la question du pourquoi. Le pourquoi me permet d'avoir un indicateur de performance. C'est intéressant cette question de KPI. Est-ce que tu as des KPI que tu mets le plus souvent dans un projet de transformation digitale qui sont constants? Oui, j'ai une méthodologie constante, mais pas des KPI constants. La méthodologie constante, je suis une fan du avant-après. Et donc, un questionnaire avant où je vais bien auditer l'état des lieux sur des questions précises, je mets en place les actions et après je vais auditer. Prenons l'exemple d'un programme qu'on met souvent en place auprès des groupes qui s'appelle le reverse mentoring. Le reverse mentoring, c'est qu'on va former des jeunes au sein d'une entreprise, plutôt des millennials, donc qui sont nés avec Internet, aux enjeux de la transformation au sein de leur entreprise, et c'est eux qui forment leur top management et forment les autres personnes dans leur équipe, et plutôt le top management. Donc un projet comme ça, on va dire, ok, je vais former le top management sur l'impact de la big data, comment je vais mesurer ça ? Que le top management sache ou pas ce que c'est la big data, comment je vais mesurer ça. Ou sur la e-réputation, et du coup j'ai travaillé la prise de parole sur les réseaux sociaux de l'ensemble des entreprises, comment je pourrais mesurer ça. Donc avant, ce qu'on essaye de mesurer, c'est ce qu'on appelle l'acculturation. Donc à quel point le management est au courant, familier avec tout ce qu'on se passe aujourd'hui. Si je vous dis, je sais pas, big data, intelligence artificielle, taux d'engagement, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, il faut Facebook, c'est bien pour communiquer avec mes clients. Enfin, plein de mythes comme ce que tu fais. On mesure avant et à l'issue du programme, généralement 6 mois à 1 an, on remesure en reposant les mêmes questions. Ça me fait penser à un point. La transformation prend du temps. Donc, effectivement, c'est un projet ou ce sont des projets, mais ça prend du temps. Donc, on ne doit pas être pressé et en même temps, on doit être avancé vite. C'est ça le paradoxe. Oui, voilà. C'est difficile. Parce que les technologies, ça change tellement vite. Bien sûr. Et même notre façon de faire, que bien sûr. C'est difficile, les professionnels de suivre, encore les gens qui ne connaissent pas de comprendre, parce que c'est compliqué. Quand on est au top management, de se dire on ne connaît pas. C'est aussi une position compliquée à accepter et après à travailler dessus. Et puis dessus. après, ça fait peur parce que non seulement on ne connaît pas, mais en plus on a l'impression que tout le monde connaît. Et on est bombardé de nouveaux termes. Si on fait un listing de tous les termes barbares qu'on a utilisés toutes les deux, c'est pas possible. Il faudra mettre un petit glossaire. C'est ça. Et donc, on est désemparé par rapport aux nouveaux termes, par rapport à la vitesse avec laquelle ça avance, etc. Et encore une fois, la seule solution, c'est de faire confiance à ses collaborateurs, d'avoir envie effectivement de changer et de réapprendre à apprendre en permanence. Il y a aujourd'hui quelque chose que je donne tout le temps en conseil, quel que soit le niveau du collaborateur que j'ai en face de moi. C'est faites de la veille. On est tous rapidement dépassés partout. En dehors de la transformation digitale, c'est en général, en fait, pour toute professionnelle. Mais bien sûr. S'il veut savoir qu'est-ce que ça se passe dans son milieu. Mais bien sûr. Je donne un exemple. Je vous disais en préambule que je donnais des cours. Le premier cours que j'ai donné, je me rappelle très bien, c'était en 2013 ou 2014 dans une grande école où c'était les leviers de la e-publicité. Okay. D'accord ? Récemment, j'ai fait le ménage dans un vieux disque dur externe et j'ai trouvé le cours, je l'ai ouvert. Mais ce que j'ai pu rire, parce que je t'assure, 90% du contenu était obsolète. Mais était obsolète. Un autre mythe qu'on a pu relever, c'est les ingrédients d'air garantissent le succès de demain. Ça fait écho ou pas. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que la première barrière, c'est mais ça a toujours fonctionné comme ça. Mais ça marche. Mais effectivement, s'il y a bien une chose que nous a démontré avec l'expérience aujourd'hui depuis 2014, tous les projets de transformation, c'est que le premier ingrédient, c'est l'humilité. Si on est humble, on ne se dit pas, on a toujours fait comme ça, qu'est-ce que vous avez à m'embêter ?
pourquoi je vais changer. Pour reprendre la littérature sur le sujet de l'accompagnement de changement, il faut avoir ce sens de l'urgence. Le sens de l'urgence, c'est se dire quelque chose se passe. Il y a un train qui est en train d'avancer. Est-ce que je monte ou je reste sur le quai ? Peut-être qu'il n'y aura pas un deuxième train qui va arriver. Voilà. Donc, regardez les choses avec beaucoup d'humilité, écoutez les autres, écouter les collaborateurs, être en contact avec le terrain, écouter les clients. C'est effarant le nombre d'entreprises où les collaborateurs n'ont jamais été vraiment en contact avec un client et l'ont écouté et vraiment écouté ses points de friction. Et pour ça, il faut avoir, on va dire, faire une écoute active, avoir les oreilles ouvertes. On ne peut pas l'être en se disant « je sais mieux qu'eux ». Il y a un autre point qui est important, c'est le test and learn. C'est que je dis souvent que la transformation digitale, c'est pas peindre un mur en une couleur différente. C'est comme de l'impressionnisme. Ça va par petits points. C'est vraiment des petits projets qui font à la fin que nous avons cette grande fresque et cette image où j'ai changé. Et puis avancer avec humilité, en gardant en tête ce qu'on est, mais surtout en se disant qu'on est prêt à changer parce que le monde le veut. Et le monde change aussi. Oui. Donc, quel est l'article, le tweet ou autre type d'information diffusée sur la transformation digitale qui t'a fait le plus sourire ? Alors, ce qui me fait généralement sourire, c'est les effets de communication. Et donc, souvent, il y a beaucoup de ce que j'appelle, moi, de la com-com. Donc, récemment, il y a un groupe que je connais bien qui a posté une photo avec un hackathon, donc un concours d'innovation interne, comme étant le meilleur concours et qu'ils ont super bien travaillé, des photos de gens ravis et tout. En fait, au final, ça a été un séminaire où le top management a parlé pendant plus de la moitié, n'a pas laissé la parole aux salariés, et puis le hackathon, généralement, on dort pas. Tout le monde était couché à minuit. Et le lendemain, ils ont donné la chance qu'à ceux qui avaient fait un peu rire toute l'audience. Et puis voilà. Donc, le hackathon n'a pas atteint son objectif, mais quand on le voit en communication, on se dit « Ah, c'est génial !» Maintenant qu'on a abordé des impasses, des faux semblants, des choses qui nous font rire sur Internet, à propos de la communication peut-être portée légèrement à l'extrême, quels seraient, selon toi, les conseils à donner aux chefs d'entreprise qui considèrent peut-être demain, dans un mois, dans un an, se transformer? Alors, je donnerai ma méthode de conseil. Elle est très simple. Le numéro, c'est 06. Non. J'expliquerai ma méthode. Ma méthode, elle est en 3 phases. Elle est adaptable à beaucoup de contextes. La première phase, c'est auditer. Auditer, c'est faire ce qu'on appelle une analyse situationnelle. Comprendre où on en est. Donc, le top manager, le fondateur peut regarder ce qui se passe dans son entreprise en prenant toutes les données chiffrées et non chiffrées, en faisant une enquête pour savoir ce qui se passe bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Une fois qu'on a fait ça, la phase 2, c'est d'avancer en co-construction. Faire travailler des groupes de travail sur des problématiques qu'on a pu voir et agir sur les irritants et maximiser et mettre en avant les points d'enchantement. Ce qui se passe bien, il faut aller encore plus loin et là, être en surcommunication et le crier sur les toits. Et les irritants qu'on a identifiés, on met des petits groupes de travail pour avancer sur des solutions. Ces solutions, on reporte à un comité fait du top management. La 3e phase, qu'il faut surtout pas oublier, mais qui commence en parallèle, c'est mesurer. Et dans ce cas-là, je vais, quand j'ai commencé mon projet, avoir une vraie réflexion sur quels sont les indicateurs clés de mesure de succès que je vais suivre, et à la fin, je regarde à chaque fois où j'étais, où est-ce que j'en suis. Et c'est une boucle infinie qu'on peut continuer à faire comme ça. Donc moi, j'ai juste envie de dire, en 2e conseil, n'écoutez pas les gens qui viennent avec un catalogue et des solutions toutes faites. Il n'y a pas une transformation, il y a des transformations qui est liée au contexte de l'entreprise. Qui la dirige, quels étaient ses succès, comment elle a avancé, qu'est-ce qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui bien, que font les concurrents, etc. Donc chaque entreprise est unique comme chaque individu est unique. Donc quand on arrive en catalogue, forcément, pour moi, on se trompe. Donc on avance aussi en humilité par rapport à ça et on se dit, d'abord comprenons ce qui se passe et puis après avançons en projet et en programme en les mesurant. Et en étant humble par rapport aux résultats. Et si on s'est trompé, c'est pas grave, on va recommencer. Mais en tout cas, on sait pourquoi on s'est trompé. C'était instructif.
pour notre audience, pour moi également. Super intéressant. Je te remercie du cœur d'avoir finalement accepté avec tant d'humilité et rapidement. Je suis persuadée qu'on aura encore d'occasions à se rencontrer. Je vous remercie à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter. C'est super important. Et n'oubliez pas de nous écrire également dans les commentaires quels sont selon vous les mythes de la transformation digitale que nous n'avons peut-être pas évoqués et qu'on pourra en discuter par la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Merci, au revoir.